vais pas vous faire une introduction problématique. Je vais simplement rappeler les 3 questions que je leur ai posées, de manière à pouvoir ensuite, sur cette base-là, avoir des débats, des échanges, voire des réponses en partie convergentes. 3 questions. La première, le pourquoi, c'est-à-dire quelle place, quel rôle, dans le contexte précisément de crise, mutation où nous sommes, quelle place, quel rôle pour la prospective dans les territoires, au niveau plus précis, à partir des expériences dans des institutions et des collectivités et des territoires très différents, dans leur espace en France et dans la nature même de leurs institutions. Deuxième question, quelles activités ont-ils développées? Donc plutôt le quoi et le comment. Avec quels acteurs? Parce qu'effectivement, une dimension importante, c'est cette multiplicité des acteurs. Nous allons avoir autour de la table des acteurs qui sont principalement, mais pas exclusivement, des intervenants dans des institutions publiques, territoriales, mais il y a évidemment bien d'autres catégories d'acteurs dont ils vont parler, avec qui ils travaillent, qui sont d'ailleurs présents aussi à la table. Donc, quels sujets finalement émergent dans ce contexte? Comment ils les traitent? Avec quels acteurs? Et puis, troisième question, finalement, à quoi ça sert tout ça? Y a-t-il des influences précisément sur les décideurs politiques? Y a-t-il des transformations dans les représentations que les citoyens ont de l'avenir? Voilà les 3 questions qu'on va successivement leur poser. Et je commence effectivement par Pierre-Jean Laurence, donc qui est directeur adjoint de l'agence Hauts-de-France 2020-2040. Donc on va commencer par l'espace régional. Merci Henri, rebonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler donc, des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est environ 6 millions d'habitants, 32 000 km² et un budget régional d'environ 3 milliards d'euros, dont 1 milliard pour les transports, puisque c'est la grosse compétence des régions. Très rapidement, pour situer d'où je parle géographiquement et d'où je parle en termes de politique publique. On a beaucoup travaillé sur ces questions parce qu'après je présenterai le plan, mais là c'est un propos introductif quand même. Hauts-de-France, donc vous savez, c'est la fusion de la région Nord-Pas-de-Calais et de la région Picardie, 2 régions dans lesquelles les questions de reconversion, de transition et de résilience se posent depuis de nombreuses années. Et par rapport au débat de ce matin, pour moi, la question de la résilience, c'est peut-être ce qu'il y a entre la réponse, entre ceux qui travaillent sur les questions d'effondrement et ceux qui travaillent sur les questions, ceux qui sont plus technophiles. Donc, entre les deux, pour moi, il y a la question de la résilience territoriale et c'est quelque chose qui se travaille, sur lequel il faut qu'on capitalise et qu'on a besoin d'opérationnaliser. Donc, c'est par rapport au plan, on va passer la diapo sur le plan, s'il te plaît. Elle est, voilà, plan d'intervention. Je commence avant que la diapo arrive. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que c'est que cette agence. En gros, c'est un outil d'intelligence territoriale au service des transitions. Ça, je viens de le dire un petit peu dans le propos liminaire. On verra comment une activité de prospective ancrée dans les politiques régionales et ouverte à ses partenaires produit du changement. Et dans un troisième temps, on verra les impacts qui me semble à mesurer et à amplifier. Je pense qu'il n'y a pas assez d'évaluation de la prospective, j'en parlerai tout à l'heure, parce que dans nos missions à l'agence, malheureusement, nous n'avons plus la question de l'évaluation des politiques régionales. C'est un petit handicap. Et donc la question de l'appropriation et des usages de la prospective. Alors voilà, la première diapositive, c'est donc le périmètre d'action de l'agence Hauts-de-France 2020-2040. Ces missions, ces principales missions, elles sont autour de la question... Non, c'est la diapo d'avant. On va aller trop vite. Sinon, voilà, la diapo d'avant. Voilà, on va rester là-dessus un petit moment. Donc, la mise en œuvre du vilain acronyme du mot SRADET, en gros, c'est un schéma régional d'aménagement et de développement dans lequel on va favoriser les pratiques de sobriété et de durabilité autour des questions d'aménagement et de développement du territoire. Donc ça, c'est une grosse activité de l'agence que de fournir ce cadre de planification.
Deuxième mission, c'est l'accompagnement des directions de la région autour, comme on fait des stratégies régionales, des traductions opérationnelles en termes de politique publique. Donc là, on va outiller l'ensemble des services et des directions de la région qui travaillent sur toute une série de domaines. On leur amène de la matière, des outils pour lire et analyser leur politique et notamment pratiquer, ce qui est effectivement une tradition française, différents niveaux de contractualisation, notamment avec le territoire. Prospective et innovation figurent aussi parmi nos missions. C'est un peu pour ça que je suis là cet après-midi pour vous expliquer un peu comment, en matière de prospective, on avance. Donc là, prospective et innovation, parce qu'on essaye de faire de la prospective en ayant des comportements un peu innovants, des méthodes innovantes et d'avoir des modes de faire un peu impliquants par rapport à toute une série d'acteurs qui soient internes à l'écosystème des services régionaux, mais aussi des partenaires. Donc c'est important ça parce que je pense qu'il faut, quand on interroge, et je crois que c'est le comité 21 qui avait fait un sondage, quand on interroge les territoires sur les questions de résilience, pour eux les principaux freins, c'est le manque de connaissances sur les risques, le manque d'ingénierie qualifiée pour travailler à des projets qui tiennent compte de ces questions de résilience, et c'est aussi le manque d'outils stratégiques. Donc modestement, à sa place, l'agence contribue à combler ce manque. On peut passer à l'autre diapo pour vous présenter rapidement l'écosystème dans lequel nous mouvons. Donc, ce sont des acronymes ou des logos qui ne vous diront pas grand-chose. Ils sont quand même spécifiquement liés à l'écosystème de la région de France. Néanmoins, il y a environ une centaine d'acteurs qui travaillent avec nous sur l'ensemble des missions que je viens de présenter au préalable. On peut noter qu'on a effectivement un travail assez fort avec l'ensemble des territoires et de leur ingénierie, notamment les conseils de développement. Quelqu'un intervenait sur cette question-là ce matin. On est aussi branché sur les réseaux nationaux et européens, dont la SFP et d'autres types de réseaux sur les politiques que l'on mène. Des acteurs régionaux, qu'ils soient prescripteurs, animateurs, opérateurs d'un certain nombre de politiques régionales. Les directions de la région, elles sont nombreuses. Là-dessus, on pratique différentes formes de partenariat avec des conventionnements très formels ou quelque chose qui est de l'ordre du plus souple. On se met d'accord sur un projet, une opération et on l'amène en commun en amenant nos moyens. Diapo suivante. Le collège de prospective, donc qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est un dispositif avant d'être quelque chose de très institutionnel, qui est souple, qui est adaptable. D'ailleurs, heureusement qu'il est adaptable, puisqu'on a lancé le collège, la nouvelle vie du collège au moment où le Covid nous a rattrapés, ce qui fait qu'on a dû effectivement pratiquer l'adaptabilité, ne serait-ce en termes de problématiques. Vous verrez qu'elles ont influé sur le chantier que je vous présenterai, mais aussi en termes de méthode. Donc, on pilote des démarches de prospective, on produit des travaux de prospective en lien avec les politiques de la région de France. Vous allez voir, on est quand même très branché prospective au service des politiques de la région. Et comme les politiques de la région, elles sont menées avec des partenaires, on peut dire qu'on est quand même branché sur un écosystème assez partenarial en matière de production de prospective. J'insiste sur le fait que ce que je vais vous dire, c'est essentiellement un travail fait en régie, c'est-à-dire qu'on fait très peu, quasiment pas appel à des prestataires extérieurs pour nous aider à travailler. C'est vraiment un travail collectif des agents de l'agence. On a environ 60 personnes avec des profils très techniques, très, très variés, mais qui ont aussi une pratique de transversalité à l'interne et à l'externe. Un aspect sur lequel on joue beaucoup, c'est celui de la facilitation et de la diffusion et de l'appropriation des travaux de prospective pour toute une série d'acteurs. J'y reviendrai à la fin de mon propos, notamment envers les jeunes, les lycéens ou les étudiants, mais aussi envers les acteurs qui sont engagés dans le cadre de projets urbains, puisque j'insisterai sur le projet qu'on a mené Centre-Ville 2040. Voilà, on lance aussi un nouveau chantier sur la question d'attractivité du littoral, un gros enjeu d'aménagement, gros enjeu de résilience territoriale avec, vous savez, l'avancée du trait de côte et tout ce qui va avec. Donc c'est un gros chantier qu'on a lancé dans le cadre du Parlement de la mer, qui est une institution là aussi souple, qui a été initiée par le Conseil économique et social de la région de France. Alors le cadre de la démarche, c'est la diapo suivante.
Voilà, donc sur la question quel centre-ville en 2040, on a effectivement fait le choix d'une perspective stratégique avec un périmètre qui est restreint au centre-ville, même si on peut penser qu'un certain nombre de solutions des centres-villes viennent aussi d'une interrelation avec toute une série de territoires qui vivent, qui interagissent avec les centres-villes. Mais là, la commande politique, puisqu'on était quand même sur une commande politique assez forte sur les dispositifs et les politiques autour de la revitalisation de ces espaces urbains, on a quand même parti pris de retenir quand même un certain nombre d'éléments, dont vous verrez avec les variables qu'on a traitées, un croisement des thématiques qui renvoient avec ces thématiques à des échelles d'espace plus différents et cohérents avec les problématiques qui se posent. Voilà. Donc ça, c'est le cadre de la démarche. Après, on peut regarder un petit peu la chronologie de ce chantier. J'y reviendrai de toute façon au fur et à mesure de mes propos, puisque vous verrez qu'il y a un cheminement méthodologique qu'on a suivi qui correspond bien sûr à cette chronologie. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même presque 2 années de travail. Alors c'est vrai que ça a été 2 années un peu particulières qu'on a toutes et tous vécues avec la crise du Covid et ses différents impacts, y compris sur ce qu'on imaginait en termes de méthodologie quand on a lancé ces 2 chantiers, parce qu'il y avait aussi le chantier industrie, et la réalité de ce qui a été le cheminement de ce point. Donc au début, on a fait ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire qu'on a réuni un certain nombre d'acteurs, une centaine environ, dans un atelier, dans un World Café, pour identifier un peu les problématiques, les enjeux, les variables sur lesquelles on allait travailler. On a aussi travaillé avec des étudiants sur les idées reçues que les uns et les autres peuvent avoir sur ces espaces urbains, et puis un atelier un peu plus spécifique sur les enjeux du développement durable avec le CERD, qui est un outil régional qui travaille sur les problématiques spécifiquement liées au développement durable. Donc les directions de la région concernées par les politiques à mettre en place, les agences d'urbanisme, l'ensemble des ingénieries locales qui travaillent sur ces questions de revitalisation de centre-ville, impliquées dans les dispositifs locaux, la Banque des territoires et toute une série d'acteurs qu'on est allé piocher dans notre écosystème, qui sont venus nous rejoindre sur la base du volontariat. Vous êtes intéressés à bien travailler avec nous sur cette question-là? Oui, bienvenue, on y va, en route. Le Covid nous a rattrapés, donc on a adapté un peu notre méthode de travail par rapport à tous les ateliers participatifs qu'on souhaitait faire dans les différentes villes de la région. Donc on a fait de la consultation, de l'audition, on a un petit newsletter qui est sorti qui nous permettait de vérifier la viabilité, l'intelligibilité des variables qu'on allait étudier, et des micro-scénarios, et enfin la synthèse des 2 scénarios finaux qu'on a retenus autour du climat et de la santé. Peut-être passer à la diapo suivante. Système de variables, donc 22 variables en tout. Les couleurs qui apparaissent à votre écran correspondent finalement à l'influence de ces variables directement sur le système centre-ville. Ce qui est en vert, c'est une influence directe sur la question des centres-villes, mais aussi avec les autres variables. Ce qui est en rose, ce sont des variables avec des influences faibles, parce qu'elles sont assez externes au système des centres-villes, et finalement assez faiblement influençables par les acteurs locaux et régionaux. En violet, ce sont les variables dites intermédiaires. Elles influencent ou elles sont influencées par les autres. Le champ des possibles, c'est la diapo suivante. Voilà. Donc, pour chaque variable, donc il y en a 22, on a le plan des fiches variables. Si on analyse le passé de la dynamique sur cette variable, les inflexions ou les ruptures probables sur le thème de la variable, et des micro-scénarios. Là, vous en avez, alors j'ai bien conscience, c'est difficile pour vous, mais en gros, là, on a, sur la question de l'usage des transports en commun, établi 3 micro-scénarios, on va dire un très positif, un négatif et un médian, et c'est avec ces contenus-là qu'on a réalisé et défini 5 grandes familles de défis pour les centres-villes à l'horizon 2040. Attirer les résidents. On a beaucoup de centres-villes qui se dépeuplent en Hauts-de-France, dans des territoires de déréliction, dans des territoires où la réindustrialisation est à la peine, notamment. Les flux, capter les flux pour ces centres-villes, gérer les déplacements. C'est pour ça que là, j'ai pris
ce micro-scénario autour de la question des transports. Et puis, surtout, c'est apparu vraiment très massivement, anticiper le changement climatique dans ces centres. Diapo suivante. Henri, tu me dis si je respecte. Oui, il va falloir bientôt converger. Mais... Voilà, alors, construction des scénarios de rupture. On a fait le choix de vraiment prendre deux scénarios qui ont été confortés effectivement par l'actualité et puis qui étaient apparus quand même comme des scénarios assez centraux sur notre opération de prospective Centre-Ville 2040. Alors, on peut les concevoir comme des scénarios négatifs, puisqu'on insiste sur la rupture climatique et la rupture sanitaire. Ce choix a été fait de manière assez délibérée pour provoquer des réactions, le souci d'interpeller les acteurs des centres-villes sur ces deux questions qui nous paraissaient assez majeures, donc qui sont ni projectifs, ni prédictifs, mais plutôt subjectifs, destinés à susciter des réactions et susciter de l'action. Et la diapo que je passerai après, où on voit qu'on a autour presque une frise, une fresque, posé un certain nombre d'éléments qui renvoient directement à la question de l'opérationnalité de nos propositions. On peut peut-être passer la diapo d'ailleurs. Voilà. Bon, alors c'est moins stylé que la fresque. Mais néanmoins, comment ? Travaillons ensemble. Voilà, volontiers. Néanmoins, on avait là aussi le souci. Alors bien sûr, on a produit des rapports, des synthèses, des notes. On s'est dit, bon, les synthèses, les rapports, les notes, il y a une catégorie d'acteurs qui les lit et les autres qui échappent. Donc on a sauté aussi en matière d'iconographie et de posters prévoyant ou en tout cas anticipant sur les modes d'action à mettre en place, innover un tout petit peu en la matière. Bon, c'est pas une innovation majeure pour le fond, mais en tout cas on avait ce souci d'engager tout de suite la discussion, le débat sur quelque chose de facilement appropriable, et je vous verrai tout à l'heure avec 2 ou 3 exemples, ça a plutôt bien marché, ça continue à plutôt bien marcher. Je vais passer sur la diapo d'après, juste, on peut la passer, c'est juste pour vous dire aussi que par rapport à des gros chantiers qu'on initie dans le cadre du collège, on mène aussi des chantiers chevaux légers avec les directions de la région qui nous posent un certain nombre de questions. Là, la question que le service chez nous qui gère le TER avec la SNCF posait, c'est quid des influences post-Covid sur les mobilités des habitants, des 6 millions d'habitants de la région de France, sur la fréquentation du TER. Donc là, même chose. On a capitalisé un certain nombre de variables. D'ailleurs, plus les chantiers s'accumulent, plus les variables servent aussi à d'autres chantiers. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a quand même des chantiers qui s'interpellent les uns les autres. Et donc, on a produit ces 2 scénarios et, qui ont donné lieu à des mises en œuvre opérationnelles et des discussions entre la SNCF et notamment des tarifs spécifiques pour les télétravailleurs et d'autres dispositifs directement opérationnels. Du coup, l'appropriation ? L'appropriation, merci. C'est mon ancien professeur, donc je fais attention parce qu'il va me noter à la fin de mon exposé. L'appropriation et les usages des prospectives. Donc, je vous disais que la région, c'est 6 millions d'habitants, une région très jeune, malgré le fait que une région qui vieillit comme toutes les régions de France et tous les territoires de France. Donc, j'attire votre attention sur le fait que nous travaillons, nous avons une convention avec le rectorat sur un dispositif qui s'appelle Géoprospective, c'est-à-dire que l'ensemble des productions que nous mettons à disposition sont utilisées par le rectorat dans le cadre d'une convention, donc Expo, Atlas pédagogique. Et ce chantier de prospective sur Centre-Ville 2040 a permis aussi et va permettre de plus en plus à des lycéens, là, ce que vous avez à la droite de la diapo, c'est un travail qu'on a fait avec des lycéens à Péronne, qui fait l'objet d'un autre dispositif dont je parlerai juste après. Et on voit qu'à travers le résultat de nos travaux, un travail adapté bien sûr aux lycéens autour de nos variables, ils ont pu se projeter sur le centre-ville idéal pour eux à Péronne. Donc vous voyez qu'ils sont en train de dessiner un joli plan avec de beaux projets, et puis ça va même donner à certains l'idée de faire du slam. Voilà. Donc, on a travaillé avec les lycéens et on continuera à le faire parce qu'on pense que c'est un bon vecteur d'appropriation. Et puis, bon, c'est quand même les lycéens, les jeunes qui habiteront cette planète, cette région et ces centres-villes dans les années qui viennent. Donc, c'est quand même bien aussi de les brancher directement sur ces aspects-là. De l'autre diapo,
Voilà, alors la plus professionnelle, hein, autour de la question des centres-villes, on a comment dire, les dispositifs opérationnels qu'on a mis en place, notamment les résidences. Alors pour ceux qui connaissent la 27e région, ça leur rappellera quelque chose, puisque ce sont des dispositifs où on va immerger pendant trois jours des techniciens de la région, des agences d'urbain et d'autres professionnels pour les aider à travailler sur des réflexions en matière de projets urbains appliqués au centre-ville. Et dans ce cadre-là, on a souhaité aussi qu'avant l'immersion et avant le travail plus opérationnel, on leur apporte un peu de recul avec la présentation de nos travaux de prospective sur les centres-villes. Mieux appréhender un peu, prendre du recul avant l'opérationnel, faciliter le partage de connaissances et d'idées autour des questions des centres-villes à 20 ans, et mieux appréhender les changements à venir pour que les projets soient aussi nourris de ces visions du futur. Si tu m'autorises, trois mots de conclusion. Je pense qu'il faut, autour de la prospective, embarquer d'autres pratiques. Là, en cela, je réponds aussi à tes questions. Hein. Donc, ça veut dire que je pense qu'il faut marier la prospective et l'évaluation des politiques publiques. On l'a fait notamment en matière de décrochage scolaire. Il faut marier la prospective avec les outils et la pédagogie et l'enseignement. J'en parlais avec ce qu'on fait avec les étudiants et les lycéens. Il faut hybrider les méthodes, quoi. Je pense que ça, c'est un des... Si on veut enchanter le futur, forcément, il faut avoir tout le cycle des politiques publiques dans le scope et bien hybrider l'ensemble des méthodes. Coller aux politiques publiques, c'est le choix qu'on a fait. Je pense que c'est un choix gagnant. Parce que quand on parle d'industrie, on parle de climat. Quand on parle de centre-ville, on parle de santé. Et qu'on arrive à construire autour de politiques thématiques trop développées en silo, une vision systémique qui nourrit ces politiques et qui les rend plus interpénétrées, si j'ose ce néologisme un peu osé peut-être, je ne sais pas. Voilà. Troisième point, c'est impliquer, diffuser, aller au contact, proposer des présentations, vraiment aller se confronter, y compris à ceux qui, dans les centres-villes, travaillent sur les projets d'aménagement. Je pense que la prospective doit sortir enfin, elle sort, mais elle doit encore plus sortir de son piédestal et aller se colter la réalité du terrain avec ceux qui vivent la réalité du terrain selon les publics et selon leurs usages. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Et bon, excusez-moi cette rapidité, mais avec votre acceptation, on mettra les diaporamas sur le site, hein, sur le site de la société. Oui, vous pouvez retrouver le détail des travaux sur le site du rapport entier à la synthèse. Je passe donc à Johan Zermatt, qui est directeur de l'Observatoire du Grand Paris Sud-Est Avenir, hein, qui est l'un des 12, je crois, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Donc là, on n'est plus dans une région, on est dans une partie d'un Grand Paris. Johan, à vous Je veux bien micro. Bien sûr, du coup, tout à fait. Merci. Merci, bonjour à tous. Et merci à la Société française de prospective de l'invitation. Donc moi, mon approche qui est très complémentaire de ce qui a été présenté précédemment, à une plus petite échelle, effectivement, c'est une échelle intercommunale. C'est une approche pour une prospective pragmatique. Donc, j'insiste sur ce mot-là, et d'ailleurs ça rejoint ce qui a été dit ce matin sur la prospective réaliste, et en fait avec la diversité de nos territoires. On a des territoires, y compris dans une intercommunalité, qui sont très diverses, et donc c'est l'idée de présenter cela. En attendant, je vais peut-être effectivement me présenter. Donc, je dirige un observatoire, c'est une petite direction. On est bien loin des 60 personnes de l'agence présentée précédemment. Nous, on est une petite dizaine de personnes et on travaille sur une multitude de thématiques. Et on est loin d'être tous sur la prospective. Mais néanmoins, on a développé une démarche. Donc, peut-être que il y a plus sur les temps. Merci. Donc, je vous ai mis une carte de situation du territoire. Donc, on est, comme notre nom l'indique, au sud-est du Grand Paris. Effectivement, c'est un des 12 territoires qui ont été créés, ce
qu'on a longtemps appelé les EPT, qu'on appelle encore, un sigle un peu barbare, les EPT, ou le PT 11. C'est 16 communes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un territoire très contrasté. On a la ville centre Créteil, c'est plus de 90 000 habitants, et puis on va descendre à la limite de la Seine-et-Marne avec Périgny-sur-Yerres où on a 1 200 habitants. Donc pour l'ensemble de nos politiques publiques, mais notamment pour une observation du territoire, c'est toujours un enjeu, c'est un enjeu quotidien. Et on est le territoire le plus agricole, enfin le plus vert, quoi, avec agriculture, espace naturel et forestier à hauteur de 40%, pardon. Et on est à un peu plus de 300 000 habitants. Donc, j'avais l'ambition de parler à la fois de notre collectivité et aussi, je suis représentant aujourd'hui du club prospectif de l'ADGCF. Donc, l'ADGCF, c'est quoi? C'est l'association des directeurs généraux des communautés de France, donc des intercommunalités. Et donc, j'en parlerai rapidement à la fin, puisque un quart d'heure, ça va vite passer. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est un tour rapide de la démarche prospective qu'on a installée il n'y a pas si longtemps que ça. On a un jeune territoire, donc je ne l'ai pas dit, mais les territoires du Grand Paris ont été créés en 2016. Et donc, dès 2016, on a installé la direction de l'Observatoire et on a développé une démarche prospective depuis 2019. Quelques outils qu'on a créés, un conseil prospectif interne. Donc là, oui, tu parlais des cibles. Là, on est vraiment sur une cible interne et sur l'acculturation à la prospective sur nos différentes directions et nos collègues. Donc le conseil prospectif, c'est quoi? C'est une quinzaine de volontaires et qui permet d'avoir une approche transversale avec une diversité de points de vue. Donc on a abordé différents thèmes, les collectivités face à la crise de la participation, la crise économique. Donc là, on a profité, entre guillemets, de la crise pandémique, des services publics disponibles par le numérique, la gratuité des services publics, etc. On a également souhaité créer donc la autre cible, plus vers l'extérieur, c'est avec la société civile. Ce que j'appelle moi la société civile, c'est réunir réunir les volontaires au sein du territoire, parmi les entreprises, les associations, les élus, les collectivités, les acteurs universitaires. Donc je partage ce qui a été dit précédemment. L'idée, c'est de sortir d'une vision en silo qu'on peut avoir par politique publique et de réunir l'ensemble de ces acteurs sur des thématiques données. Donc là, le bilan, c'est en gros des manifestations à 60-80 participants qu'on pu échanger sur différents thèmes. Je vous les cite rapidement. Un territoire, son patrimoine, un passé, mais quel avenir? Avec la crise sanitaire, comment refaire territoire? Les équipements publics de demain, le numérique et ses impacts. Voilà. Donc le résultat de ces deux instances, c'est une sensibilisation sur le temps long. C'est déjà, avant de parler prospectif, il faut déjà acculturer sur le temps long et sur certains enjeux à moyen terme, comme le numérique, les usages des équipements, etc., qui vont commencer à être appropriés, y compris en interne, par nos collègues qui, je pense que on a tout ça en tête, mais qui sont très pris par le quotidien et qui ont un plan de charge vraiment ancré sur la semaine ou le mois. Donc aujourd'hui, peut-être le bémol, c'est qu'on a quelques préconisations, mais pas forcément des plans d'action concrètes qui sont issus de ces travaux. Pour compléter, on a mené donc en avril-mai 2020 une démarche qu'on a intitulée Imaginons l'après. Pour la décrire très rapidement, c'est la genèse, donc c'est le confinement et la volonté d'imaginer, de se projeter dans une logique de résilience. Le dispositif, il a été assez complet, avec une plateforme numérique développée pour déposer, des boîtes à idées, des temps collectifs, des ateliers du conseil prospectif, etc. Je ne l'ai pas précisé, c'est une démarche uniquement interne qui a été insufflée par la direction générale et sur laquelle nous avons dû
dû travailler d'arrache-pied. Et le résultat, c'est plus de 1000 propositions réunies en 114 propositions, et ce qui a permis de construire ce qu'on peut appeler un plan d'administration, et qu'on a intitulé, après avoir imaginé, on s'est dit qu'on allait construire, donc construisons la plan. Aujourd'hui, c'est un plan d'administration qui est une référence pour l'ensemble de nos actions, des actions de l'administration. Et enfin, en 4, la prospective comme pilier du programme d'activité de l'Observatoire. Donc l'idée, c'est pas d'aller dans le détail du programme d'activité qui est synthétisé ici, mais c'est de montrer qu'au fur et à mesure, on a installé la prospective dans nos 4 grandes vocations, en complémentarité du partage avec le citoyen, de l'organisation des données et de notre rôle d'AMO interne auprès des directions. Ce qui est intéressant dans ce genre de schéma, c'est de montrer la porosité entre les différentes fonctions, et la prospective, encore une fois, c'est pas une mission complètement isolée en silo, mais l'idée c'est que ce soit très coordonné avec les autres missions de l'Observatoire. Donc à ce stade, j'ai commencé à répondre aux 2 premières questions de cette table ronde. Néanmoins, je souhaitais pouvoir avoir un esprit critique et objectif, parce que c'est l'esprit dans lequel on est ces derniers mois au sein de Grand Paris Sud-Est Avenir et de l'Observatoire. On a très très rapidement, en point positif, on a installé de bonnes bases, certains réflexes chez certains collègues, un certain nombre de collègues. La principale limite, c'est une prospective qui n'est pas suffisamment ancrée sur l'actualité de nos politiques. Donc là, je partage les objectifs de l'intervenant précédent. Et du coup, qui n'apporte pas suffisamment de préconisations au moment où cela serait souhaitable. Slide suivant. Donc du coup, l'idée, c'est d'aller vers une prospective pragmatique. Je vous ai mis rapidement des schémas, c'est juste pour vous montrer, on ne rentrera pas non plus dans le détail. On a mené avec Futurip, qui est bien connu ici, une mission prospective, avec pour objectif de capitaliser sur ces bonnes bases-là, qu'on vient de voir rapidement, et d'être plus en phase avec les actualités de l'ensemble de la collectivité. Donc là, cette mission est en cours de finalisation, avec des orientations visant à la structuration tant des différentes actions, donc ça c'est plutôt ce qu'on voit sur le schéma de gauche, et également du qui fait quoi. Ça c'est plutôt sur le schéma de droite. Là, il n'y a pas nécessité de rentrer dans le détail, mais c'était pour vous montrer qu'après avoir installé des bases plutôt sensibilisation, acculturation, on est dans une démarche de structuration et d'approfondissement de cette démarche. En plus de cela, on a des pistes thématiques sur 3 axes. Alors, là non plus, on n'invente pas l'eau tiède, hein. C'est des axes qui préoccupent chacun des acteurs du privé. C'est la transformation, alors là c'est un peu plus public, mais la transformation des services au public, la transition écologique et les modes de vie des habitants qu'il convient de faire dialoguer. Donc, c'est vraiment 3 briques qui va vraiment structurer notre programme thématique à venir. Et puis on a également identifié la nécessité de s'appuyer sur ce qu'on peut appeler des influenceurs en interne et en externe, et des actualités chaudes pour démontrer tout le bienfait de la prospective pour le PSE. Donc il y a un enjeu de détecter, ça c'est un enjeu un peu complexe, et je pense qu'on est tous confrontés à cet enjeu-là, de détecter des actualités qui sont fausses, des projets phares, tout en ayant le temps de les anticiper pour préparer un travail de qualité. Ne pas être en décalage avec l'actualité de la collectivité, mais en même temps avoir le temps quand même de faire ce travail préparatoire. Donc en d'autres termes, la fonction prospective pragmatique est une fonction qui montre son utilité au-delà du plaisir intellectuel, et de réfléchir sur nous et notre environnement. Petit exemple, pour essayer de sensibiliser, d'acculturer le comité de direction, on a mené un petit exercice avec donc les membres de ce CODIR, sur la guerre en Ukraine, et montrer à ses collègues
qu'on n'était pas complètement hors sol. Quand on regardait cette actualité qui peut nous sembler un peu lointaine quand nous, on est un territoire au service de l'habitant, et montrer que ce qui se passait en Ukraine, mais ce qui se passe autre part également, peut avoir des conséquences très concrètes pour la collectivité. Et donc, pour finir mon propos, il me reste un petit peu de temps, mais je crois que oui. Je souhaitais évoquer une réalité à prendre en compte quand on fait de la prospective, c'est la diversité, ou plutôt, je dirais, les diversités. D'ailleurs, cette table ronde en est le reflet. La prospective, c'est une diversité de métiers. Et donc là, c'est plutôt ma casquette club prospectif que je prends. On est au sein du club prospective autant de membres que d'organisations différentes et que de rattachements de la fonction prospective différentes. Je ne vais pas me lancer dans une liste, mais en gros, on a des collègues qui font de la prospective en étant plutôt sur l'évaluation, qui font de la prospective en étant sur l'observation, d'autres en étant sur des fonctions un peu plus stratégiques, SCOT, PLUI, etc. Donc voilà, on a vraiment des rattachements selon les territoires et selon les organisations très différents. Et c'est aussi, et ça on y tient, et ça a été un peu dit en propos introductif, c'est une diversité de territoires et d'échelle territoriale. Moi, au sein de mon territoire, je vais le dire rapidement, on ne peut pas travailler de la même façon avec une ville, la ville de Créteil, plus de 90 000 habitants, et la ville de Périgny-sur-Guerre que j'évoquais précédemment, de 1500 habitants. Et au sein du club, on est vraiment une diversité d'intercommunalités. C'est aussi ça qui est notre intérêt. Mais on se rejoint sur une posture, et là je vous ai mis un manifeste qui a été produit par le club, qui a notamment été diffusé par Horizon Public, un Horizon Public spécial prospective. Pardon ? Spécial prospective territoriale. Voilà. Et donc c'est un manifeste pour une fonction prospective territoriale, pragmatique et structurée. Donc pareil, je ne vais pas vous lire les 10 postures qui, pour la plupart, coulent de sens. Néanmoins, ça nous semblait important de pouvoir les lister, et notamment à destination des décideurs territoriaux. Aujourd'hui, on a un certain nombre de décideurs qui commencent à s'intéresser à la prospective. Il y a de plus en plus de directeurs généraux qui y voient un intérêt. Et nous, au sein de la DGCF, on prend aussi notre rôle et notre bâton de pèlerin pour montrer l'utilité de la prospective, y compris en amenant avec des exercices très pratiques et des outils auprès des différents types d'intercommunalités. Et voilà, dans ce manifeste, on rappelle un certain nombre de principes qui est surtout sur la posture. Pour finir, faire un petit peu de pub, c'est notre prochaine manifestation du club prospectif de la DGCF à La Rochelle, à la fin de l'été, 25 août, et on réfléchira collectivement avec des intervenants, on est notamment en lien avec Tempo territorial, sur la question du temps, et sur les questions du temps, parce que ce sont des questions, à mon sens, très, très centrales. Merci. Alors, merci pour cette intervention très, très riche aussi, et qu'on aura plaisir aussi à retrouver sur le site dans le détail. Je passe la parole maintenant à Robert Gestin, qui est co-président de Arnevez. Je ne sais pas si on prononce comme ça en breton. Qui est un Living Lab, mais qui a aussi un parcours, notamment d'ancien membre du Césaire Bretagne, commission prospective, consulaire aussi. Voilà, Robert, à toi. Pardon. Comme vous l'avez sans doute tout de suite compris, je ne suis pas issu du monde administratif, donc je vais prendre mon temps. Chercher à refaire ce que nos collègues avec lesquels on travaille conventionnellement en Bretagne. Pardon, peut-être non. On va plutôt parler dans le micro. C'est bon.
si tu parles comme ça. Vous m'entendez? Je vois couvert, pardon. Juste pour exprimer une différence, je vais aborder les choses par quelque chose qui m'a questionné lorsque on m'a approché la première fois, c'était sur territorialité. Parce que Renévez, en fait, c'est un lignable qui a pour but d'accompagner des territoires peu denses en transformation en Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les territoires peu denses? Il se trouve qu'en Bretagne, on n'a que 2 métropoles. Tout le reste, c'est peu dense, c'est du urbain, c'est de la ruralité accompagnant un peu des villes moyennes qui s'urbanisent. Alors, je me suis interrogé sur cette territorialité et je retrouvais une vieille citation que je vous cite comme ça. À l'époque, on se tutoyait, un peu comme chez nous en Bretagne, ils disent as-tu quelques idées des étendues terrestres? Raconte si tu sais tout ça. C'est Job 38-18. Alors, le problème de la territorialité, c'est vraiment le problème de la spatialité. Et j'y ajouterai autre chose. C'est aussi le problème de la temporalité dans les territoires qui sont des territoires de projet. Donc, ces deux choses sont, de ce point de vue, interrogatives déjà sur ce qu'est le territoire. Qu'est-ce que le territoire de projet? Est-ce que c'est sa limite administrative? Je me permets d'en douter à travers 2 expériences que je vais vous exprimer. On a des projets, ces territoires de projet ont dépassé les territoires administratifs et il faut donc déjà être clair jusqu'où on veut faire de la prospective et avec qui. Voilà. Donc, est-ce que c'est avec, en effet, les citoyens et en partant des citoyens? C'est-à-dire, est-ce que revenir dans les territoires, c'est redéfinir ce qu'est le territoire de projet, c'est-à-dire l'espace à partir duquel on soumet aux citoyens un projet ou une possibilité de venir s'exprimer. Et on a fait ce choix de définir ou d'essayer de redéfinir ce qu'étaient les territoires de projet. Alors, en fait, ça part de l'histoire de la Bretagne, cette histoire. Puis, je vais vous la résumer en 2 mots. En fait, il y avait, au moment de la première recomposition, un peu dans lequel on redonnait de la respiration au territoire, on a découpé la Bretagne en 21 pays. Les Bretons s'y sont tout à fait retrouvés. Les 21 pays de Bretagne, il y a d'ailleurs, les 21 pays de Bretagne ont été fonctionnants pendant des années jusqu'au moment de la dernière réforme. Et puis dans la dernière réforme, À partir de quand? les dates exactes, alors les 21 pays datent de 25 ans maintenant, 30 ans. Et ensuite, il y a eu la modification sur l'intercommunalité et on est passé à une organisation que mes collègues connaissent bien. Alors, je vais citer les chiffres parce que quelquefois les chiffres sont plus parlants que les grandes discussions. Donc, on est aujourd'hui à 60 intercommunalités dans 2 métropoles, qui sont des métropoles d'équilibre, et donc derrière Rennes et Brest, qui ne sont pas toujours d'ailleurs tout à fait d'accord sur tout et qui ne sont pas obligatoirement la charrue dans le même sens. Donc ce qui nous intéressait, nous, comme j'avais été président du Conseil de développement de Rennes, je m'étais rendu compte qu'en fait, avec cette réforme, le territoire du pays rennais était réduit au territoire de la métropole. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui avant faisaient territoire, historiquement, ne faisaient plus territoire. Donc, curieusement, en plus, on a mesuré économiquement quelle est, à travers ce développement territorial qui est réel de Rennes, cette augmentation de la population en Rennes, quelle est aujourd'hui la partie du ruissellement sur la première couronne, la deuxième couronne et la troisième couronne. Au fur et à mesure qu'on regardait, on voyait plus on s'éloignait de la métropole, moins on avait du ruissellement en faveur des sites dont étaient issus une partie des travailleurs de Rennes Métropole. Ce qui pose problème, on y viendra tout à l'heure, sur les problèmes de mobilité, de décarbonation, etc. Donc le lien est là. On a donc décidé à quelques-uns, quand même, on était des vieux routiers depuis la COP 19, à essayer d'interroger et de ne pas opposer écologie à économie. Donc autour de cette volonté-là, dans les territoires peu denses, on est venu apporter
avec une soixantaine de personnes bénévoles au départ, et puis qui après, lorsque la chose s'est crédibilisée conventionnellement, on a pu rémunérer dans le cadre du travail qui a été fait, on a accompagné ces territoires. Et en fait, ça a été une expérimentation dans laquelle on a pu réellement toucher la totalité des parties prenantes du territoire. On n'est pas venu simplement toucher les corps intermédiaires, on a été interrogé d'abord au niveau des petites communautés, ensuite au niveau de la ville centre éventuelle, et puis ensuite au niveau de l'intercommunalité. La première expérimentation qu'on a faite, elle a d'ailleurs paru dans les journaux, vous la retrouvez aussi sur Internet, a été sur la ville de Redon. Et donc l'intercommunalité de Redon ensuite. Mais d'abord la ville de Redon et ensuite l'intercommunalité. Et l'idée était d'avoir une démarche prospective, alors pragmatique, et d'écouter les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. On leur a posé la question, quel est votre premier souhait? À Redon, en fait, c'est une ville qui traditionnellement récupère une formation au niveau des écoles primaires et des écoles secondaires, au niveau de la population, de la ruralité autour de Redon. Donc, j'arrivais à midi à Redon, par exemple, vous allez mettre 1 heure à midi parce que c'est la sortie des écoles et qu'il y a 20 cars. Il y a 20 cars qui vont transporter les enfants chez eux, qui est à 30 km, à 40 km de là. Donc c'est quand même, il y avait un besoin qui était un besoin de formation. Aller à Rennes ou aller à Brest, ça coûtait de l'argent. Donc l'idée était aussi, pour cette population rurale, d'implanter un campus de proximité. On a eu la chance d'avoir un vice-président de la région chargé, qui est maintenant parti en retraite, mais chargé de l'enseignement supérieur, qui nous a suivis sur la proposition qu'on a faite au Césaire en disant on devrait pouvoir faire une expérimentation en partant des lycées, des débuts de formation qu'il y a dans l'enseignement supérieur au niveau de cette commune. Et dans cette réflexion-là, on s'est rendu compte qu'il était possible de réunir à la fois les gens du privé, les gens du public, et puis derrière de voir un projet commun. Et ça s'est appelé le Campus Esprit. Et ce Campus Esprit, aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il y avait simplement quelques BTS, c'est-à-dire une quarantaine de gens formés en BTS, on arrive aujourd'hui à 1000 étudiants de l'enseignement supérieur sur le territoire au bout de 5 ans d'existence de ce campus. Derrière cette idée-là, comme c'était une réussite et que la Bretagne était une terre d'innovation, on est quand même depuis la dernière élection avec une majorité relative et le nouveau président s'en félicite. Il dit que c'était mieux qu'avant. Enfin bon, je le laisse libre de son propos, mais là aussi en innovation, en montrant qu'avec une majorité relative, on peut quand même gouverner. L'idée après a été de monter derrière ce campus. Cette demande était de faire un travail sur ce qu'était la deuxième question. Une fois que le campus était fait, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Toujours dans cette prospective à 2040. On aimerait bien avoir un plan global de vision de la mutation de cette ville. Alors, c'est une ville avec le passage du canal de Nantes à Brest, avec un passage de la Vilaine. C'est une ville qui est quand même une ville assez attirante, mais qui était un peu bloquée sur les années 50. Elle n'avait pas eu la vague de développement qu'a connue d'autres villes en Bretagne. Et le niveau moyen de revenus était relativement faible. C'était aussi ce qui nous intéressait. Et elle avait par contre, elle nous mettait devant une situation un peu difficile, dans la mesure où on était sur cette zone qui se définissait dans Redon-Bretagne Sud, dépendait de 3 départements et de 2 régions. La région des Pays de Loire, la région de la Bretagne, majoritairement la région de la Bretagne. Donc, ce qui rendait un peu plus complexe encore l'organisation de la méthode à mettre en place pour pouvoir faire sens au projet qui pouvait sortir. Mais en fin de compte, avec de la volonté et un peu de temps, au bout de 3 ans, on a réussi à sortir un plan. Ce plan s'est appelé Convergence 2030, qui a été la base du plan à partir duquel ils se réorganisaient pour que la valeur ajoutée reste sur leur territoire.
Pourquoi la valeur ajoutée reste sur leur territoire? Ils ont commencé à s'intéresser aux énergies avec les éoliennes citoyennes. Ils ont monté une structure qui sont des structures d'éoliennes citoyennes, donc c'était très bien pour complément de revenus. Et puis derrière, ils ont commencé à travailler, derrière le fait que notre contrat est un contrat intéressant, est-ce qu'on peut pas faire autre chose? On a commencé à travailler sur l'hydrogène, et ils ont aussi aujourd'hui une unité de production d'hydrogène qui se fait à Redon. Tout ça, vous pouvez le suivre dans la presse locale, vous le voir dans la presse locale. Ce sont des choses qui sont faites. C'est-à-dire, ça a d'abord été fait, travailler dans le champ prospectif, en lien avec le Césaire, toujours, parce que j'étais vice-président de la commission prospective et j'étais en même temps président de la commission. Entre-temps, j'étais devenu président de la commission de prospective de Rennes et de Redon, parce que Rennes et Redon avaient décidé de mutualiser leurs éléments à ce moment-là. Donc ça a permis d'intégrer ça aussi à une vision qui était une vision régionale sur le fait de s'appuyer sur ces territoires en transformation et non pas simplement sur la définition que l'on avait dans notre cartographie bretonne, qui était de compter dans nos 60 intercommunalités et nos 2 métropoles. Donc on a un tout petit peu pu bouger les lignes pour faire projet avec l'ensemble de la population. Deuxième question qu'ils ont demandé après l'énergie, ça a été est-ce qu'on peut arriver à trouver aussi d'autres solutions dans le cadre de la mobilité décarbonée. Les compétences territoriales étaient passées au niveau de l'interco, elles n'étaient plus simplement à la région, elles étaient au niveau de l'intercommunalité. Donc à partir de ça, ils se sont posés le problème de la compétence et de la compétence mobilité plus largement. Et autour de ça, on a pu faire quelques innovations prospectives, y compris avec ParisTech, avec aussi les gens de Brest, avec Rennes 2. Et on a pu travailler sur les nouvelles mobilités que l'on pouvait mettre en place à partir du centre intermodal qui était en train de se créer. Et avec une forte participation des parties prenantes et de la société civile. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir du service qui est du service à la personne âgée, à la demande, avec une part de bénévolat. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne seraient pas payés pour aller accompagner un ancien jusqu'à son médecin, etc. Il y a eu la création d'un mouvement de vraie solidarité. Une solidarité active, une solidarité dans lequel les gens passent un peu de temps et vont avec leur voiture accompagner quelqu'un de leur proximité. Robert, je vais te demander de converger, parce que le temps est passé. Ah bon. Et on a encore une intervention et on a déjà quelques questions sur le. Je voulais juste, parce qu'on avait, si tu permets, oui. Juste parce qu'on est un peu en Bretagne, on a une tradition, c'est dans notre champ, on est dans le parler, le répandu. J'ai mon collègue qui est président du conseil de développement de Brest qui est là et auquel je voulais qu'il puisse 2 mots sur, on fait la même logique, y compris dans le territoire de Brest. Voilà. Oui. Juste en 2 mots, s'il a eu la gentillesse ça de mettra un petit peu d'espace et puis on pourra passer. Ça serait mieux ici. Oui. Alors, en breton, ça s'appelle le Canadiscan. Oui, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on a commencé à 14h25 et on fait 14h. C'est pas le développement breton. Il y a quelques années, on a décidé de faire de la prospective territoriale. On s'est réunis, parce que ça nous manquait sur les territoires, parce qu'on est sur 21 pays. Donc, aujourd'hui, sur 23 types de développement qui couvrent tout le territoire, et donc on avait besoin de cette manière de faire la prospective. Mais pas de la prospective comme celle qui existe aujourd'hui, par exemple des scénarios, avec des scénarios possibles. Nous, c'est plutôt les scénarios des multilatéraux qu'on a décidé de faire. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Et on va plus loin que ça, c'est au niveau national, ça a été repris aussi au niveau des conseils de développement, de la coordination nationale. On a travaillé sur un sujet bien particulier. Je ne sais pas si M. Aubert est toujours en. Donc, on avait travaillé là-dessus sur l'eau de nos rivières à l'océan. Donc, on va avec cette démarche prospective aussi. Vous pouvez venir sur le site de la coordination nationale du conseil de développement. Comment la méthode, c'est une 40aine de pages. C'est une méthode prospective un peu différente. Celle de la perspective habituelle, mais c'est-à-dire
Et ça implique, nous, c'est vraiment l'application des citoyens. C'est bien beau de la solidarité des citoyens. Merci, mais on voit peut-être. Sur le site de la coordination naturelle. Bon. Ok. Merci beaucoup. Je passe donc maintenant la parole à Karine Darcy-Pérou. On se retrouvait dans l'Île-de-France, on était dans les Hauts-de-France, on était en Bretagne, des territoires vraiment très différents. On revient, mais différemment, dans l'Île-de-France, qui est, soit tout seul, une différenciation importante dans le département, cette fois. Allez-y. Oui, alors, je lance la présentation. Si, alors peut-être j'ai envie d'essayer de pas uniquement présenter ce que j'avais préparé, mais peut-être essayer de tisser des liens de rebondissement aussi avec ce qui a été partagé aujourd'hui. J'ai envie de repartir de la définition, enfin, des 3 paramètres de définition que nous a proposé Jacques Tess ce matin en ouverture sur de quelle perspective parle-t-on. Parce que c'est vrai que là, j'ai envie plus que de décrire, bien sûr, j'aborderai ce qui est le laboratoire d'innovation publique du département des Hauts-de-Seine et ce qu'on y fait en termes de réflexion prospective. Mais il me semble que quand même l'intérêt de cette journée, c'est aussi de creuser profond, comme dit Gaston Berger, ou en tout cas d'essayer de tisser des liens de réflexion. Alors, la première chose, c'est de quelle prospective parle-t-on? Et bien là, on est vraiment dans le VUCA. Vous pouvez mettre l'intro que j'avais préparé d'ailleurs. Donc, première des définitions qui a été proposée ce matin, c'est-à-dire déjà d'offrir au territoire un espace de réflexivité sur le contexte, ses incertitudes, ses complexités, ses ambiguïtés, etc. Et déjà, c'est donner à voir ce contexte, non pas d'une manière, mais de plusieurs manières. On a abordé la question de l'importance du pluralisme en prospective. Et donc ça, c'est un des premiers éléments qui définit la prospective telle qu'on l'entend au labo. Deuxième idée, c'est l'expression donc d'une volonté et d'un désir. Cet espace de réflexion prospective, il a clairement été souhaité et il est totalement alimenté en direct par les politiques, par les élus. Vous savez, les départements, c'est des élus. Et cet entretien Berkane, en fait, j'ai été contactée à l'époque en 2011 par le président de Medjan, qui était alors président du département des Hauts-de-Seine, qui m'a dit, écoutez, voilà, je sais, vous avez été président du club de Budapest, certains connaissent ce club de Budapest, j'aimerais que vous puissiez nous aider à construire un espace de réflexion éminemment politique, mais absolument pas partisan. Et donc, le projet, et c'est ce qui a donné naissance à ces entretiens américains de laboratoire d'innovation publique qui ont été lancés donc en octobre 2012. Donc, vous voyez, nous allons bientôt fêter nos 10 ans, le 18 octobre prochain. Eh bien, c'est de pouvoir avoir dans un même espace une transversalité, mais j'allais dire à la puissance 4, c'est-à-dire une transversalité, c'est-à-dire surtout pas que les élus de la majorité du département, mais bien évidemment l'opposition. Et ça, tout le monde m'avait dit tu n'y arriveras jamais et tout, etc. Et en fait, ça marche très très bien. Ça fonctionne extrêmement bien parce qu'il y a besoin de lieux de neutralité, de réflexion prospective politique au sens fort du terme, mais entre parties, également de décloisonner l'espace de dialogue entre les agents et les élus, parce que mine de rien, il n'y a pas tant que ça d'espace entre les agents qui sont les administratifs au service des politiques publiques, avec des élus. Et puis également, bien évidemment, pour que la dynamique territoriale au sens large puisse advenir, il faut bien évidemment la société civile, les entrepreneurs, les intellectuels, parce que en effet, en sciences politiques, et donc je tiens quand même à préciser d'où je parle, parce que moi je suis docteur en sciences politiques, donc je suis quand même politologue, on peut faire bouger beaucoup de lignes par le dehors. C'est-à-dire en faisant rentrer du dehors dans le dedans et vice-versa. Et c'est comme ça que d'ailleurs a été construit ce laboratoire.
Et puis, donc, volonté éminemment politique, et puis volonté politique qui est maintenant, donc on a changé d'équipe politique depuis les dernières élections, qui reste un espace de réflexion, c'est-à-dire où l'élu va pouvoir proposer ses sujets, me demander par exemple de nous faire réfléchir à une politique jeunesse à 10-15 ans, de nous faire réfléchir à des sujets d'éthique, des nouvelles technologies, mais également un espace où les directeurs généraux adjoints, c'est-à-dire toute la partie leadership de l'administration, puissent venir nous solliciter en disant on a besoin de plus travailler en transversalité entre nous sur des sujets à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, notamment sur toute la question des nouveaux défis de solidarité sociale. Ou encore le cabinet, donc plutôt politique, va nous solliciter en disant faisons le point sur la décentralisation et voir l'impact que ça a sur nos gouvernances territoriales. Donc, tous ces sujets, en fait, c'est la conséquence d'une volonté, d'un souhait de réfléchir sur ces questions et de mesurer en quoi le changement de contexte, les évolutions à venir sont susceptibles d'impacter la gouvernance territoriale. Donc, il n'y a pas une réflexion prospective qui n'est pas assortie d'une synthèse et d'un impact sur, en termes d'organisation, c'est-à-dire est-ce que ça peut impacter l'organisation, est-ce que ça peut impacter la nature de nos politiques publiques, la manière de faire, etc., etc. Et puis, le troisième point, tel que le proposait dans sa définition Jeanne ce matin, c'est cet horizon de temps. Alors, l'horizon de temps, clairement, nous avions un horizon de temps de 10-12 ans. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on réfléchit à l'avenir des politiques publiques, on réfléchit ou à un sujet qui peut toucher de près ou de loin le département des Hauts-de-Seine, eh bien, on est dans un horizon 10-12 ans. Ceci dit, comme le politique est très investi sur ces sujets, parfois, il trouve que cet horizon de temps est un peu long. On est parfois un peu poussé à réfléchir à beaucoup plus court terme, notamment, mais c'est aussi intéressant, je trouve, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, nous travaillons aussi sur l'avenir des métiers du social et du médico-social. Vous savez que ça bouge beaucoup, ça a besoin de bouger. On a un très faible périmètre, compréhension de la santé publique en termes de politique. En fait, on n'a aucune visibilité. Il y a tout simplement très peu de politique au niveau national, j'entends. Donc, aussi, les départements, qui, comme vous le savez, sont chefs de file sur l'action sociale, ont aussi de leur responsabilité de réfléchir parfois à une échelle beaucoup plus large que les départements. Donc, cet espace, c'est un espace ouvert. C'est un espace ouvert qui s'est inspiré, et je souhaite, si vous pouvez avancer, qui s'est inspiré, qui est né d'Albert Kahn lui-même, puisque Albert Kahn, 1860-1940, alors qui connaît Albert Kahn? Qui a entendu parler de lui? 1, 2, 3, quelques-uns. Quoi, on a quoi, 30% même pas la salle qui connaît, voilà. Un peu plus, peut-être 30%. Hein. Maintenant, je le connais, mais je ne le connaissais pas avant. Alors, Albert Kahn, je ne vais pas rester trop longue dessus, mais c'est extrêmement important parce que Albert Kahn est né en Alsace, une famille juive. Il s'est hissé dans la hiérarchie sociale. C'était quelqu'un qui n'avait pas eu d'éducation, qui a eu la chance de recevoir une éducation de Henri Bergson. Donc, cette rencontre a été très, très importante parce que Bergson a été son précepteur. Et Albert Kahn a franchi toutes les étapes de la hiérarchie dans une banque à Paris et a même créé sa propre banque. Et il faut voir qu'à cette époque, donc vous voyez le contexte historique de cette personne issue d'une grande famille très nombreuse, très modeste, qui s'est hissée au plus haut, qui a été l'équivalent de la fortune de Rothschild. Donc c'est pour vous dire que ça a été une des plus grosses fortunes de France au début du XXe siècle. Cet homme qui ne se mariera pas, n'aura pas d'enfant, eh bien, investira toute sa richesse, toute sa fortune dans des autochrones, dans la découverte
finalement de grands voyages à travers le monde. Donc c'est un des premiers aussi à financer ce qu'on appelle les autochrones, c'est-à-dire le début du cinéma, les photos, etc. Il a financé des bourses de voyage pour les garçons comme pour les filles. Voilà. Et également, ce qu'il faisait, c'est que, je reviendrai après, il organisait et il facilitait des rencontres entre des intellectuels, des membres du gouvernement, dans sa demeure à Boulogne, au quai du 4 septembre, au 6 quai du 4 septembre. Et dans cette demeure, il y avait des hommes politiques, des intellectuels, des spirituels, des artistes. Donc là, c'est pour ça que vous avez proposé la photo de Rabindranath Tagore. Et vous voyez, tout ça, ce sont des autochromes. Ça, c'est un exemple d'autochrome. Et il y avait donc dans ces rencontres, à l'issue de ces rencontres, la publication de bulletins du comité d'études politiques et sociales qui se réunissaient sur des sujets mais qui, à l'époque, étaient très d'avant-garde, c'est-à-dire sur l'hygiénisme, sur le droit de vote des femmes, sur beaucoup de problématiques politiques et sociales d'avant-garde. Donc, nous est venue l'idée de se dire, puisqu'il s'agit ici de réhabiliter ce lieu emblématique qui était la maison privée d'Albert Kahn, donc je l'ai montré, donc là c'est un bulletin. Après, je crois que vous avez le lieu emblématique, donc qui est le petit hôtel particulier où il vivait. En fait, ça paraît très très chic, mais c'est pas si grand que ça, étant donné la fortune qu'il avait. En fait, c'était quelqu'un qui ne mangeait pas de viande, qui était déjà très en avance, qui avait une forme de spiritualité, puisque vous connaissez peut-être, vous avez sûrement entendu parler des jardins d'Albert Kahn, puisque derrière sa maison, ça donne en fait sur les jardins, et donc les jardins et le musée. Donc le musée d'ailleurs vient de faire l'objet d'une rénovation assez importante. Et donc dans cette maison, nous avons décidé de recréer ce que faisait Albert Kahn dans son temps, c'est-à-dire une rencontre de l'autre, une rencontre de l'altérité, avec ce choix éminemment hyper important en prospective, qui est de cultiver la singularité, cultiver notre diversité, cultiver les opinions. On n'y va pas pour être d'accord. L'idée, c'est pas de converger sur les idées. L'idée, c'est vraiment d'être bienveillant, de s'écouter, mais aussi de progresser en conscience quelque part sur les grands enjeux planétaires. Et également, autre inspiration d'Albert Kahn, c'est que Albert Kahn a joué un rôle aussi comme d'autres personnalités à l'époque, dans son temps, avec ce qui allait devenir la Société des Nations. Et donc on voit que son principal souci, c'était d'ouvrir grand les yeux, c'est-à-dire de comprendre ce monde, cette planète qui se transforme, pour vraiment faire en sorte que la paix se maintienne. Et donc, notre objectif, ça fait depuis 10 ans maintenant aux entretiens Albert Kahn, l'objectif, c'est de, quelque part, créer un terreau de pacification. Et ce terreau de pacification, c'est à 3 niveaux. C'est pacification de l'individu personnel, c'est-à-dire de l'agent, de l'élu, etc., qui va, du partenaire sur le territoire, qui va venir prendre conscience de grands enjeux, mais c'est aussi, quelque part, améliorer la capacité d'efficacité collective au sein de l'administration. Donc, c'est tout le levier innovation managériale, je vais revenir dessus. Et puis, c'est aussi le dedans-dehors, c'est-à-dire que c'est le parti pris de se dire on ne peut pas uniquement innover pour les autres, au service du territoire. Pour pouvoir innover sur le territoire, il faut innover en interne. Et donc, tout le travail, et c'est l'autre parti pris de cette prospective qui est proposée, c'est le fait qu'elle est transformationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement venir et réfléchir en disant demain, hop, je referme le cahier, j'ai écouté tout ça, on en a discuté et puis je fais comme si de rien n'était. Non, c'est en fait s'ouvrir à la transformation. Et je crois que, là encore, c'est peut-être quelque chose, s'il y a, vous posiez la question, Henri, c'est quoi l'impact? L'impact, nous avons eu jusqu'à 300 intervenants qui sont venus. On est à 53 maintenant thématiques qu'on aborde parce que justement,
les présidents me disent souvent, attention, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas faire trop de thématiques. Il faut vraiment qu'on ait le temps de travailler. Donc, il y a tout un travail, bien évidemment, en amont de l'entretien Albert Kahn. Mais tout ça, c'est en fait un prétexte, quelque part, de se réunir. Vous voyez là, par exemple, notre élu, Jeanne Bécard, en charge de la culture, qui a ouvert les entretiens Albert Kahn 1 an avant l'ouverture des jardins d'art et du design à Sèvres, qui est un nouveau tiers-lieu, un nouvel espace dédié au métier d'art et au design, avec l'idée, c'est vraiment de faire fructifier ce travail, cette communauté autour de pratiques de professionnels dans le domaine de l'art et du design, et de ne pas le faire seul. C'est-à-dire que l'idée de ces entretiens, c'est un moment aussi donné de cristalliser une communauté d'intérêt, une communauté de pratique, une communauté d'action qui se réunit. Donc, c'est aussi quelque part de la négociation pacifique, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, comme vous le savez, en région Île-de-France. Il y a, au niveau des pouvoirs publics, beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition. Et donc, c'est aussi l'opportunité de trouver des justes positionnements pour pérenniser et faire en sorte que les projets puissent advenir. Troisième élément, c'est que ces entretiens donnent souvent lieu à une innovation expérimentale. C'est-à-dire que l'innovation, ici, au département des Hauts-de-Seine, eh bien, elle est considérée comme devant être portée par tout le monde. C'est un bien commun, en fait. C'est tout le monde et personne à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas ceux qui innovent, il n'y a pas de choix. Il y a eu un choix très politique de ne monter aucune équipe appelée innovation, parce que tout le monde, en fait, peut faire de l'innovation. Donc, moi, ma difficulté, c'est que je dois travailler en transversalité, pas avec 10 personnes, mais avec 100 personnes, avec 200 personnes. Il y a quand même plus de 5000 agents au département. Et c'est aussi l'idée de se dire que l'innovation n'est pas une question non plus de statut. Donc, vient qui veut aux entretiens Albert Kahn. Rien n'est obligatoire. Et ça, c'est très important parce que nous avons, par exemple, une université du management où là, clairement, les gens s'inscrivent et ils sont recommandés par leur cadre supérieur. Alors, bien évidemment, on ne va pas aux entretiens, on ne passe pas une journée ou une demi-journée aux entretiens Albert Kahn sans en parler à ses équipes, ni demander, bien sûr, l'accord. Hein, c'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir diversifier et de pouvoir après porter éventuellement des innovations que nous, on qualifie d'expérimentales, c'est-à-dire en amont des politiques publiques, c'est-à-dire des innovations qui ne sont pas portées par uniquement une direction ou un pôle, mais qui nécessitent le travail de plusieurs pôles et qui nécessitent aussi un protocole scientifique différent. Donc c'est là aussi l'opportunité d'aller innover, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement innover sur l'outil prospectif en tant que tel. Donc là, récemment, on a fait venir Nicolas Mainviel et Olivier Vatelet sur le design fiction, le travail à travers la science-fiction, justement, pour nous aider à travailler sur l'imaginaire du bien-être du jeune dans 20 ans, etc. On peut travailler sur la cartographie, sur le rôle des cartes, bien évidemment en prospective, etc. On travaille sur plusieurs, bien sûr, dimensions et outils. Mais là, l'idée, c'est véritablement de s'emparer de ces protocoles scientifiques. Donc, et c'est très important parce que finalement, on se rend compte que les innovations qui sont celles qui marchent le mieux, ce sont des innovations organiques. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on se met en mouvement, tout le monde, les agents, adoptent naturellement la démarche. Ça devient complètement, ça fait partie de leur quotidien. Et c'est la meilleure manière de voir finalement si une innovation, en fait, quelque part, elle disparaît, elle s'intègre au niveau des usages, au niveau de la manière de faire, au niveau d'une intégration totale des concepts. Voilà, donc je pense à François Julien, bien évidemment, qui dit, en fait, et souvent je me dis peut-être, voilà, alors, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, tout ça est très invisible, tout ça n'est pas forcément visible. En plus, nous, c'est un choix qui a été que nous ne souhaitons absolument pas de journalistes dans ces rencontres, ce qui fait que probablement vous n'aviez pas entendu parler forcément
de nos travaux, si ce n'est peut-être au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État, puisque l'État sait que nous travaillons aussi, et nous alimentons la réflexion, par exemple, là, ça tombe bien, vous avez mis pour un renouveau des pratiques d'accompagnement social, toutes les réformes qui sont en train d'être discutées depuis ces 5 dernières années. Nos corpus aussi ont quelque part aussi contribué à la réflexion prospective sur ces nouveaux métiers du social et du médico-social. Et Et donc, je dirais que la singularité peut-être de ces entretiens Albert Kahn dans cet espace de réflexion territoriale, je crois que c'est le parti pris extrêmement fort de partir de l'interculturel, d'assumer. Nous rendons des comptes aux élus, donc il s'agit, je dois, une extrême parité entre les jeunes, les seniors, les femmes, les hommes. Donc il y a énormément de diversité, tout est pensé, tout est construit pour que justement cette intergénérationnalité et puis cette diversité soit pensée. Et je pense que cette dimension d'interculturel, on l'a peut-être pas encore assez aujourd'hui. En plus, c'est peut-être pour ça que aussi je me suis permise de parler un peu plus de ça que j'avais prévu. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Clarisse. C'était très bien. Et le temps a été respecté par vous et par tout le monde, c'est très bien. Il nous reste, on est parti très en retard, puisqu'on est parti avec 25 minutes de retard. On n'en a pas repris plus, au contraire, on a tenu notre heure. On a quand même une petite demi-heure, ou entre un quart d'heure et 20 minutes, disons, pour essayer de rattraper quand même par rapport à la session suivante, de débat possible. Donc, écoutez, moi, je vais pas faire de commentaires, parce que c'est plutôt à vous de vous emparer maintenant de la parole et de compléter ce qui a été dit, d'interroger. Il y a déjà des questions par le chat, si tu peux, Ibrahim, soit me les redonner. Il y en a une notamment directement pour l'intervention. Donc, on va peut-être commencer par celle-ci. Et puis, pendant ce temps, vous préparez vos questions. Et puis, peut-être qu'on en prend quand même une ou deux pour voir un peu la tonalité des questions. Donc, effectivement, sur les Hauts-de-France, parmi les partenaires et organisations impliquées, les associations de solidarité, ATD, Secours catholique, etc., en liaison avec cette question des inégalités qui a été évoquée ce matin, qui a été réaffirmée maintenant et réabordée par Karine tout à l'heure. On a travaillé sur la question des inégalités, bien sûr, sur l'accès au centre-ville, notamment les aspects liés au logement, mais pas que, mais le logement était quand même beaucoup revenu en la matière. Donc, le Covid n'a pas permis de faire l'ensemble de ce que je dis, ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail participatif. Néanmoins, on a fait quelques auditions avec ces associations pour recueillir le point de vue et leur vision. Et ce qui est convenu, c'est qu'à la rentrée de septembre, on fasse une réunion de présentation et de travail sur un reboot plus opérationnel sur nos précots, avec ATD Carbon, le DAL, le Secours catholique et le Secours populaire. Voilà. Donc, ce qui n'a pas pu être fait pendant la démarche, le sera sur les usages et comment eux également peuvent être vecteurs des résultats de ce travail. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la salle. Donc, Jacques, et puis, OK. Peut-être 2 questions, et puis, comme ça, là, il vient, oui, voilà. Merci, Ibrahim, de passer le micro. D'abord, juste une petite remarque. On a parlé d'horizon de temps, d'horizon d'attente. L'horizon d'attente, c'est ce que les gens attendent de la vie collective. Et ça peut être justement un horizon qui, pour les gens, est long, beaucoup plus long que ce qu'on a évoqué pour la perspective territoriale. Les horizons d'attente, c'est une génération. En gros, c'est la question pourquoi les gens partent du Nord, par exemple, de Calais, habiter ailleurs. Donc ça, c'est l'horizon d'attente. C'est justement, je vais revenir sur ma région d'origine. Je sais. J'ai pris des risques. Je ne voulais pas faire autre chose. Et en fait, moi, j'ai constaté que dans le schéma de l'écosystème des acteurs, l'écosystème un peu traditionnel qu'on trouve dans la perspective territoriale, c'est-à-dire il y a le service de prospective ou l'agence qui fait,
il y a les experts, il y a les commanditaires, donc les acteurs politiques pour lesquels je travaille, les acteurs politiques pour lesquels je travaille, et puis il y a tous les acteurs, donc tous les acteurs. Tous les acteurs associatifs, entreprises, etc. Sauf un, en fait, c'est quoi? Qui est la population. La population qui vote nationale, parce que justement, Massivement. elle est en panne d'avenir. Je reviens à mon sujet sur la panne d'avenir. Et là, je trouve que quand même, il y a un problème, c'est qu'en fait, on ne consulte pas assez cette population justement sur cette panne d'avenir. Moi, je vais vous donner un exemple. J'avais fait, il y a pas mal d'années, quand j'étais encore en activité, un travail qui s'appelle l'Agora 2020, sur lequel on avait travaillé sur les villes, les transports, etc., etc. Et on avait organisé des systèmes de consultation, on avait consulté les experts d'un côté, les acteurs de l'autre, entreprises, enfin, acteurs séparément, et le public. Le public avec des gens de villes différentes, de couches sociales différentes, etc., etc. Et en fait, on s'est aperçu que le public ne disait pas du tout on a besoin d'hydrogène, on a besoin de transport à la demande, etc., etc. En fait, lui, justement, il abordait vraiment le problème de la peine de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, de manière complètement transversale, avec des sujets tout à fait différents. Jacques, je crois qu'on a à peu près compris ta question. Peut-être que Pierre-Jean va faire l'échange. Ok, merci. Dominique Chauvin qui voulait aussi, peut-être on va poser la question, puis après vous répondrez globalement, mais Robert, Johan, surtout j'ai des choses à dire aussi. Je voulais revenir sur l'horizon de temps justement que j'ai évoqué ce matin avec la notion d'espace. Alors en ce qui concerne le territoire, la question de l'horizon de l'espace est un peu cernée parce que le territoire l'organise, même si on peut imaginer, comme ça a été mentionné, qu'on peut élargir le territoire avec les territoires adjacents pour voir les synergies possibles qu'on peut évoquer. Donc je reviens à l'horizon de temps, qui est pour moi fondamental et qui, dans le cadre du territoire, peut offrir un biais de raisonnement. Ça a été évoqué par Karine, dans la dimension un peu politique qui existe dans les territoires, en particulier dans les demeures d'or, on peut imaginer que l'horizon de 12 ans, c'est lointain et qu'il y a tendance à vouloir revenir à des horizons plus proches. Okay. Ce qui me frappe, dans mon expérience de prospectiviste, c'est qu'il y a une relation entre le temps et le côté qui peut être contradictoire du sujet. C'est-à-dire des contresens qui peuvent être faits sur la prospective si on n'intègre pas correctement le curseur en matière de temps. Ça, c'est la première chose. On voit très bien des stratégies qui sont totalement contre-prospectives. Et la deuxième chose, c'est que dans un groupe de réflexion, il faut un temps assez long pour réaliser que personne n'a la même notion de temps dans la tête, ce qui crée des contresens très forts au niveau du dialogue, parce qu'il y en a un qui est en fait à 2100 et l'autre il est à 2023. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. On va entendre. Avant de redonner la question à la salle, je lis deux autres questions qui viennent aussi par le chat, qui sont pas sans lien avec ce qu'on a dit. Hein. Et puis au fond, je redonnerai la parole à chacun d'entre vous et on clôturera pour passer à la session suivante. Les autres questions sont les suivantes. Comment peut-on faire de la prospective dans une institution publique sans que cela ne soit connecté à l'agenda politique? Donc on retrouve quand même la question du temps, hein, de manière assez importante, avec l'agenda politique qui a été un peu évoqué. Donc c'est un petit peu la même question. Et puis le terme prospective ne fait-il pas peur aux politiques et à certains responsables publics? On a vu les expériences qu'on a ici, effectivement, en tout cas dans ces secteurs et ces politiques-là, ils n'en ont pas trop peur puisqu'ils sont là. Hein, mais effectivement, il n'y a que ceux qui sont là. Voilà. Est-ce que les uns ou les autres, non, vous voulez dire sur l'ensemble de ces questions, on retrouve cette temporalité. Je ne sais pas si on pourra aller beaucoup plus loin. Tout ça a été très riche. Il y aura la question spécifique, mais tu l'auras dans le tour de table, hein, de manière à ce que la démocratie et l'échange soient bien respectés. Ok. Je vais creuser le sillon de la diversité. Il y a aussi une diversité d'élus. Il y a une diversité territoire, il y a une diversité d'élus. C'est vrai que c'est compliqué de généraliser. Néanmoins,
Moi, c'est ce que j'ai constaté et mes collègues pourront compléter. Il y a quand même un enjeu, effectivement, à faire de la prospective dans des services territoriaux qui dépassent l'horizon du mandat. Voilà. Donc, et l'espace du territoire aussi un peu. Alors l'espace du c'est plus difficile encore peut-être. L'espace du territoire. Donc je rejoins ce qu'a dit mon voisin de gauche. Effectivement, les territoires, notamment les territoires du Grand Paris, hein, ça engage que moi, mais c'est des territoires qui ont été tracés dans le bureau du préfet avec 2-3 élus. Et à un moment, il y a une réalité territoriale qui est un peu complexe aussi à faire. Donc effectivement, on peut faire de la prospective, ne serait-ce qu'à l'échelle de bassin d'emploi, de bassin de vie. Déjà, on dépasse le territoire, surtout sur des régions et des métropoles comme Paris. Il y a cet enjeu, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça leur fait peur, mais d'avoir cette coordination entre les horizons politiques et les horizons réels des différents sujets qui peuvent varier en fonction des sujets. Par exemple, le numérique, pour moi, ça va tellement vite que c'est des horizons peut-être un peu moins lointains. Si on veut parler climat, effectivement, parler à 5 ans, ça va. Robert, peut-être, tu veux une... Parle bien dans le micro, oui. Dans le partage de la connaissance, on a fait intervenir quelqu'un de chez nous, et Jean-Joseph. Plusieurs d'entre vous connaissent de l'exposition du GIEC, qui a été fixé les temporalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du climat, si vous ne réagissez pas d'ici 2030, ce sera irréversible et vous allez aller vers les 3-4 ans. Et cette temporalité, comme elle a été partagée au niveau de la population civile, pas seulement au niveau des parties prenantes habituelles et des corps intermédiaires, ça fait sens, c'est-à-dire que ça a bien été dans le cadre de cette organisation de prospective territoriale. Merci beaucoup. Comme mettez-vous d'accord, la démocratie. Je tiens le micro. Pour répondre à Jacques, oui, ça fait 20 ans qu'on fait de la prospective en Nord-Pas-de-Calais et maintenant Hauts-de-France. Et effectivement, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu réellement de consultation du grand public sur l'ensemble de ces objets. Ce qui me permet de dire finalement que ce n'est pas une question de majorité politique, puisqu'il y a quand même eu un changement radical assez fort entre les précédentes gouvernances politiques des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie et de la nouvelle région Hauts-de-France. Bon. C'est un vrai problème que cette question que tu poses. Je veux bien que tu viennes en parler à nos élus. En fait, nous n'arrivons pas d'où. Jean-Paul Delevoye avait essayé d'en parler aussi aux élus régionaux. Bref, il y a un certain nombre de gens qui sont allés. On avait même une instance régionale de débat public où on souhaitait faire intervenir cette instance régionale pour favoriser le débat public, donc avec l'ensemble des gens, là, comme un débat public sur une éolienne ou que sais-je. On en parle beaucoup en ce moment en Hauts-de-France. Mais ça n'a pas embrayé. Bon. Donc il y a effectivement, il y a un angle mort. Voilà. Au niveau régional, les Césaires sont officiellement habilités à la prospective. Ils en font. Oui, ils ont même une section. Après, il y a le mode de rapport entre le Césaire et le Conseil aussi régional, proprement dit. Voilà, donc la question est très complexe. Le Césaire est représentatif d'une société civile comme il dit de même. Organisée. Le Césaire. Mais le Césaire pourrait aussi développer ses initiatives. Ça existe dans certains territoires. On va avoir il y a des exemples des conseils de développement articulés avec des Césaires. Au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, moi j'y participe un peu. Donc voilà, tout est en mouvement. On va pas pouvoir élargir au-delà. On va donner la parole à Karine et on va conclure pour laisser la parole à la prochaine. Une touche pour moi vraiment d'optimisme. En fait, et c'est peut-être aussi le rôle du praticien de la prospective, justement, c'est de se dire que, en effet, on ne va pas sur ces sujets de temporalité avec les élus qui ont leur temporalité, les politiques publiques qui vont, selon les domaines, nécessiter des inscriptions dans le temps, dans la durée plus ou moins longue. Moi, personnellement, ce que je trouve très important, c'est la partie transformative de la prospective. Et je voudrais juste redire 2 minutes quelque chose là-dessus. C'est pour ça que
bon, je parle juste de mon expérience au laboratoire du département des Hauts-de-Seine, mais c'est le cas aussi dans d'autres territoires, parce que notamment le territoire de Redon, je connais bien, je suis dans le comité scientifique des pays en transition sociétale des Pays de la Loire depuis 6 ans, depuis le tout début du programme TESS. Donc, très, très aussi impliqué sur ces sujets dans d'autres territoires, pas uniquement le département des Hauts-de-Seine. Ce que je vois, c'est le levier d'innovation managériale. Parce que la temporalité de l'administration n'est pas celle des élus. C'est ça. Si vous embarquez l'administration, déjà, vous pouvez être sur une temporalité encore qui amène une autre richesse de diversité, à la fois du court terme, du moyen terme, du long terme. Et là, ça inscrit, ça soude. Et c'est eux, après, qui peuvent tenir la barre, par exemple, d'une transformation profonde et tout, etc. C'est pour ça que pour moi, c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est l'innovation managériale, c'est aussi la transformation des différents corps, et c'est aussi, quelque part, ce pari, à partir du moment où on donne à voir ce que demain pourrait être, ou qu'on se donne envie de vision, etc., eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. Ça s'inscrit, ça diffuse dans l'organisation, et il faut avoir le courage et le pari de croire que ça transforme. Tout à fait. Y compris en tant qu'ancien élu régional et métropolitain, je confirme tout à fait ce que tu dis. Le rôle crucial, effectivement, des élus, mais de l'administration tout autant, et de cette dialectique entre les uns et les autres. On va s'arrêter là, je crois. Je vais laisser la parole et remercier nos intervenants. Merci à cette première table ronde de l'après-midi. J'invite Jean-Éric qui nous a rejoint pendant cette session à peut-être faire un commentaire, une transition, Jean-Éric. J'ai écouté la fin de ce qui a été dit. Je le regrette vivement, mais j'avais vraiment une autre obligation importante. Et ce que j'ai entendu m'a, surtout à la fin, notamment de Karine, sur le processus d'innovation organique et les transformations managériales qui suivent un travail de prospective. Et je voudrais dire simplement que ça illustre bien ce que je crois on a déjà discerné ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le travail même de prospective, le fait même de s'engager dans la démarche de prospective avec des objectifs précis en fonction de la situation dans laquelle on est, qui en fait est vraiment porteur de changement. On fabrique une autre vision des choses. On fabrique une vision, c'est-à-dire on sort du brouillard, pour reprendre l'expression de Jacques ce matin dans les tout premiers mots. Donc ça me paraît illustrer cette perception que nous avons eue comme fil rouge depuis le départ. Voilà ce que je peux dire. La nouvelle session, elle, va se porter beaucoup plus sur l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on est moins, je dirais, dans le terrain au quotidien, à se battre avec des administrations et des élus, à essayer de faire évoluer des procédures. On est dans l'imaginaire, dans la capacité à se projeter à travers la science-fiction, à travers des réseaux au niveau mondial, comme va en parler Ariel Miller, ou à travers des exercices de concours vers la ville en 2100, comme nos jeunes lauréates du prix de la ville en 2100 vont nous en parler. Je m'arrête là pour ne pas prendre plus de temps, et je vois que parler de ces expériences concrètes est particulièrement utile pour avancer. Merci.